Bonjour Ingrid, Bonjour merci, Mathilde. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de répondre à mes questions. Du coup, je vous laisse pour commencer vous présenter. Oui, ben, je m'appelle Ingrid Vaillot, je suis sage-femme. En fait, j'ai été diplômée sage-femme en Belgique en 81, ça fait un bail. J'ai travaillé 10 ans en milieu hospitalier, essentiellement de la salle d'accouchement de nuit parce que mes enfants étaient petits, mais de jour aussi. Et j'étais responsable de la formation, des informations prénatales à la clinique où je travaillais. Bon, j'ai aussi travaillé en néonatologie pendant un an. D'accord. Et puis, je me suis tout doucement orientée vers la pratique libérale, c'est-à-dire préparation prénatale, préparation à l'allaitement, et puis suivi de l'allaitement, donc une sorte d'accompagnement global à bon, à la périnatalité, quoi. Et entre-temps, bon, je me suis rendu compte que comme les parents, j'avais beau les informer sur l'allaitement, quand le séjour hospitalier de quelques jours qui passait, ben, je devais tout revoir avec eux. J'ai eu l'idée en 91 de démarrer en Belgique le premier service de formation continue autour de l'allaitement. C'est ça qui a fait que j'ai été recrutée en France par les formations Connaître, et puis là, pour qui j'ai travaillé 27 ans, j'ai arrêté en 2019. Et puis, de fil en aiguille, comme j'ai migré au Québec en 96, j'ai développé mes propres formations ici, puis qui ont été demandées en France. Donc là, maintenant, je vole de mes propres ailes et professionnellement, j'ai plusieurs formations comme l'allaitement, bien sûr, mais aussi le sommeil, le sommeil du tout petit et son accompagnement parental, le postpartum, puisque j'ai publié le livre sur le quatrième trimestre de la grossesse, hein, en 2018 aux éditions RS. Donc voilà, donc c'est un peu le parcours professionnel. Et entre-temps, ben, j'ai eu 3 enfants dans les années 80 et là maintenant, ben, ils font leur bébé à leur tour et voilà, j'ai 7 petits-enfants. C'est un très beau parcours et du coup, je me suis intéressée à votre article qui m'a beaucoup intéressée, qui s'appelle Instinct maternel, réalité et controverse. Hem et du coup, j'avais quelques questions à vous poser sur cet article. Vous commencez votre article du coup en expliquant toutes les utilisations bonnes ou mauvaises de l'expression instinct maternel et j'aimerais savoir en quoi cette expression est-elle une expression piège? Oui, c'est une expression piège que personnellement j'évite parce que ce que l'on met dans cette expression-là peut être piégeant en effet. Durant le passé, cette expression instinct maternel a été utilisée quand même beaucoup pour enfermer les femmes dans un destin biologique. Elles sont femmes, donc elles ont l'instinct, donc elles doivent être des bonnes mères. Et attention, les critères d'une bonne mère, c'est faire des garçons pendant les liens sacrés du mariage, hein, et pas deux filles, bon, on va tolérer, mais beaucoup d'enfants de préférence, et alors dans les règles, quoi, dans les règles de l'art, et là, elles sont censées être des bonnes mères, et puis elles savent faire, hein, puisque c'est l'instinct maternel, puisqu'elles ont l'instinct. Et donc aussi, le fait qu'elles ont l'instinct et qu'elles peuvent rien faire d'autre, bon, ben, ça va fermer des portes, hein. Et ça a été surtout palpable au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, avec une aggravation vers le XIXe siècle, puisque le code Napoléon, c'était le code romain à quelques détails près, hein. Et à la limite, les femmes avaient plus de droits au Moyen Âge, sauf pendant les guerres, parce que là c'est la catastrophe pour tout le monde. L'autre aspect du piège, c'est quand les femmes se l'approprient et pensent qu'elles devraient avoir l'instinct quand leur bébé naît, que ça va venir tout seul. D'où souvent beaucoup d'absence de préparation, parce qu'elles vont se préparer à l'accouchement, mais pas à la rencontre de leur enfant, hein. Et c'est tout un défi pour les professionnels d'arriver à transmettre deux, trois choses pour leur donner au moins les balises pour démarrer la rencontre avec leur bébé. Et pour certaines, c'est vraiment le clash, hein. Elles se rendent compte qu'un bébé, c'est particulier, que leur bébé n'est pas le même que les autres, enfin, parce que chaque bébé est unique, hein, et que c'est pas et que oui, ça ne vient pas tout seul, hein. C'est comme l'allaitement coule de source, le maternage coule de source, c'est pas vrai. Ça demande une modélisation, ça demande des transmissions, on en reparlera tout à l'heure sans doute. Et il y en a pour qui c'est très différent. Alors je vais quand même juste mettre une nuance pour les professionnels, c'est que quand une mère s'approprie le terme pour décrire son aisance, nous n'avons pas à la critiquer. Si elle se l'approprie comme ses mots à elle pour décrire comment elle se sent bien dans la maternité, ça c'est autre chose. Ça c'est sa parole et on la respecte.
Hein, Mmh. mais attention, nous on utilise le mot instinct maternel, ça génère régulièrement enfin, des réactions indésirables. Voilà. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est très clair et j'aime beaucoup aussi le fait de souligner que l'instinct maternel existe, mais il n'empêche pas, aux femmes d'apprendre et de se former et s'informer, sur la maternité. Je vais quand même mettre une nuance là. Est-ce qu'il existe ou pas? C'est le grand débat, hein. Ouais. Moi, ce que je sais, ce qui existe, ce sont les ancrages biologiques au maternage. C'est-à-dire qu'il est prévu, depuis que les mammifères existent, et probablement même avant, qu'une femelle mammifère ou qu'une femme, quand elle materne, c'est-à-dire qu'elle réalise les gestes et les comportements maternels qui vont permettre la survie et le développement de la génération suivante, ben, il est prévu des gratifications, des hormones qui vont aller aussi dans la zone de gratification du cerveau. Bon, ben c'est comme quand on fait l'amour, hein. Bon, c'est pas fait que pour la procréation, on est bien d'accord, mais enfin, en gros, ça améliore les relations humaines et ça permet la génération suivante, hein. Et l'allaitement aussi, en fait, c'est les mêmes hormones, c'est ocytocine et endorphine, et dans l'allaitement, on a la prolactine aussi, et quand on sniffe son bébé, on fait de la dopamine, donc ça, c'est très intéressant. 4 hormones qui sont faites pour arriver créer des gratifications immédiates. Ça, c'est ce que je vais appeler les ancrages biologiques. Est-ce que maintenant, ça va donner obligatoirement et automatiquement des séquences de comportement comme on va voir dans d'autres espèces? Non, et ça, on va en parler parce que dans l'espèce humaine, il y a tellement d'autres enjeux qui peuvent entrer en compte que ça ne donne pas, une hormone ne détermine pas nos comportements. C'est pour ça que c'est très délicat de parler d'instinct maternel dans notre espèce. Mmh. Voilà. On est une espèce pas facile à comprendre et on va, décortiquer tout ça. C'est Ah, complexe, hein. Un mmh, être humain, c'est complexe. tout à Oui. fait. Alors du coup, dans l'article aussi, vous expliquez qu'il semble nécessaire que les jeunes femelles voient des femelles plus âgées prendre soin de leurs petits, de les toucher, de les installer contre elles et de les laisser téter, et qu'il existerait donc comme une forme de transmission culturelle. A-t-on perdu cette forme de transmission dans nos cultures modernes? Oui. Alors, je vais peut-être d'abord revenir sur les femelles qui ont besoin de transmission. C'est surtout, enfin, plus on avance dans l'évolution, plus on voit bon, notamment chez les primates, hein, on voit des comportements maternels qui sont diversifiés, qui sont complexes et qui sont beaucoup plus dans la durée. D'accord, qui s'installe dans la durée parce que les petits sont un peu plus immatures que d'autres qui vont courir derrière tout de suite. Hein, les bébés primates, ils doivent s'accrocher, ils vont rester accrochés au corps maternel. Hein, et on a remarqué qu'effectivement, notamment les jeunes femelles qui avaient été capturées pour être placées dans des zoos, hein, au 19e siècle, au temps de la colonisation, ben, comme elles n'avaient pas reçu cette modélisation, parce que ce sont des espèces sociales qui vivent en tribu, en groupe, hein, et qu'elles n'avaient pas vu des femelles plus âgées materner, eh bien, manifestement, les hormones ne suffisaient pas à générer des comportements automatiques. Il est nécessaire aussi de cette modélisation culturelle. Alors, si c'est vrai pour les primates supérieurs, c'est évidemment vrai pour nous. D'accord. Et je dis oui, ça s'est perdu au fil du temps, alors que quand notre espèce a émergé sur la planète, nous étions encore tribaux. Nous vivions en grands groupes de 35-45 personnes, parfois plus, et donc il y avait toujours quelques bébés dans le groupe. Mmh. Une petite fille ou un petit garçon qui grandissent voit des bébés portés, des bébés maternés, des bébés au sein. Donc ça se fait automatiquement. Hein. Avec la sédentarisation, nous avons continué encore à vivre dans des villages et puis dans des familles élargies. Et puis petit à petit, et ça c'est tout récent, c'est avec l'urbanisation galopante qui est en lien avec l'industrialisation, de plus en plus on a vécu en famille dite nucléaire. Hein, donc, à moins d'être l'aîné d'une famille nombreuse, ben, on n'a pas vu beaucoup materner, si vous voulez. Hein. Et je voyais que beaucoup de jeunes femmes que je voyais accoucher avaient parfois un nouveau-né pour la première fois dans les bras. Oui. Et alors on disait, elles sont maladroites, elles n'ont pas d'instinct. Ben oui, mais j'en ai vu faire. Hein, dans les zoos, on a dû faire des cours prénataux, entre guillemets. On a dû montrer il y a des femmes qui sont venues avec des poupées ou avec leur nouveau-né devant la cage des femelles enceintes pour leur montrer comment faire. Et elles étaient très intéressées, elles regardaient tout ça avec beaucoup d'intérêt et donc elles ont reproduit les gestes. Alors oui, donc chez nous, ça s'est perdu et ça s'est perdu depuis plusieurs générations. Mmh. Hein. Sans compter que dans nos sociétés, se sont de plus en plus organisées de manière extrêmement stratifiée, avec avec
tendance à des comportements de domination d'une strate sociale sur les autres strates sociales. Et ça, dans l'industrialisation, ça a été vraiment catastrophique. On a eu la condition ouvrière était encore pire que la condition paysanne, finalement. Hein. Alors, la condition paysanne, elle a eu des hauts et des bas. Mais chaque fois que vous aviez des grands seigneurs qui exploitaient les paysans et qui confisquaient la moitié de la récolte ou plus, ben, ils crevaient de faim. Hein. Et donc cette violence sociale se répercute toujours du haut vers le bas dans les sociétés. Et pour ça, l'ère industrielle a été assez catastrophique sur le statut des enfants et des petits bébés. Hein. Et donc on a vu, bon, les gens devaient travailler mais 12, 13, 14 heures pour avoir à peine de quoi manger, de quoi survivre. Donc oui, il y avait des bébés qui naissaient là-dedans, mais une mortalité infantile et un nombre d'abandons d'enfants aussi qui a été catastrophique. Et donc, oui, cette modélisation s'est perdue. Et je vais me dire que notre périculture européenne, en gros, hein, notre périculture occidentale, grosso modo, elle s'est bâtie parce qu'on a théorisé l'enfant abandonné dans les orphelinats. Qui s'est intéressé, qui sont les premiers professionnels de la santé qui se sont intéressés aux enfants et comment faire survivre un maximum d'enfants sans mère et sans allaitement maternel, c'était ces enfants abandonnés. Il y avait énormément d'enfants abandonnés 17e, 18e, 19e siècle dans toute l'Europe de l'Ouest. Hein. Et pas seulement les gens pauvres, hein, aussi les bourgeois qui voulaient maintenir l'héritage. Bah, la dernière fille, on débarrassé comme ça. Et ah bon, un exemple classique, c'est Jean-Jacques Rousseau, quoi. Il a laissé tous ses enfants à l'assistance publique. Après ça, il a écrit des magnifiques livres de pédagogie. Mais bon, où il y a des bonnes idées, hein, je ne critique pas, mais ça pose question quand même. Hein. Donc, dans ces groupes-là, il y a plein de gens, bon, notamment des religieuses, hein, des ordres religieux qui ont été fondés pour s'en occuper, enfin, ou plutôt pour essayer de les baptiser, de les faire survivre le mieux possible. Mais enfin, les taux de mortalité avant la révolution pastorienne, c'était catastrophique. Hein. 70 à 90% avant un an, quoi. C'est maximum dans notre époque. Alors bref, il y a tout doucement des gens qui ont été, qui avaient un minimum de formation médicale, qui ont commencé à s'en occuper, des médecins qui ont commencé à s'en occuper, mais qu'est-ce qu'ils ont observé? Des bébés en état de détresse chronique. Et alors on a monté comme ça de toutes pièces, notamment avec les progrès de l'hygiène et de la stérilisation au XXe siècle, où leur survie a augmenté. Grand progrès médical, on a monté toute une périculture de survie. Et on a pensé l'enfant, on s'est représenté le bébé comme un bébé isolé de son cocon familial. Et cette périculture de collectivité, j'appelle ça, et de survie, a transmis dans toute notre culture un imaginaire du bébé en pouponnière, du bébé propre, rangé au milieu de son berceau, bien serré, là, hein, avec une tétine en bouche, qui bouge pas, qui dort et qui nous fout la paix. Hein, et ça, c'est un peu. Et quand toutes les femmes ont commencé à accoucher en milieu hospitalier après la dernière guerre mondiale, enfin, je ne sais pas si c'est la dernière, mais bon, bref, dans les années 50, on leur a vendu l'hygiène, la sécurité, même parfois l'analgésie, le repas, le service hôtelier, et on leur a aussi vendu cette périculture-là qui avait un beau vernis scientifique parce qu'effectivement, la stérilisation des biberons, la pasteurisation du lait, l'hygiène des bébés, l'hygiène du maternel qui est devenue drastique hein, au tournant du XXe siècle, on a fait d'énormes progrès par rapport à ça, a ramené la mortalité infantile à 25% avant un an. Des bébés abandonnés, hein, pas des bébés de famille qui étaient allaités, ça, ceux-là, c'était mieux quand même depuis toujours. Mais donc, les mères, on leur a imposé ce progrès-là avec tous les autres. Et elles n'y ont vu que du feu. D'autant plus qu'on était dans l'après-guerre, dans la reconstruction, que les femmes avaient expérimenté le travail extérieur à la famille, c'est-à-dire les rentrées financières, et que du coup, ben, c'est fini de rester avec un homme qui vous méprise, qui vous bat, dont on n'a plus rien à cirer, et parce qu'on dépend de lui financièrement. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps qui font que cette périculture-là, très réglementaire, très rigide, s'est mise en place. Alors non seulement le maternage normal attendu pour l'espèce du bébé s'est perdu au fil des siècles, mais actuellement les femmes sont confrontées à des discours multiples, contradictoires, paradoxaux et incohérents. Et toute femme qui va, par exemple, faire du portage ou qui va répondre rapidement à la demande de tétée de son enfant, au moins une fois, dans les premiers mois, elle va entendre quelqu'un qui lui dit « tu en fais trop, tu le mets trop souvent au sein ». Bon, voilà, donc c'est pas simple. Parce que non seulement il y a pas assez, mais en fait, c'est plutôt qu'il y a pléthore,
il y a énormément de discours et énormément de discours contradictoires. Et avec, par exemple, il faut le materner, lui répondre beaucoup, sinon il va casser sinon tu vas en faire un enfant anxieux. Donc c'est toujours avec la menace, hein. Sinon il va devenir anxieux, il va devenir traumatisé. Mais attention, il faut pas en faire trop parce que sinon il va faire un enfant tyran. Sinon. Donc, c'est non seulement des injonctions paradoxales simplistes, parce qu'il n'y a aucune nuance, hein, même dans le maternage proximal, parfois, je vois ce qui est transmis aux femmes, c'est les injonctions, c'est sinon tu vas lui scraper le cerveau, le stress, ça démolit le cerveau, enfin des simplifications outrancières Mmh. des théories du parentage bienveillant, là, c'est c'est vraiment, c'est très, très stressant. Ouais, Hein, parce c'est que angoissant et culpabilisant. oui, 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 c'est ça, parce que quoi qu'on fasse, on se sent mal de ne pas avoir fait l'autre chose, quoi. Hein, Ouais. et alors, le bébé, il appelle le soir, c'est la troisième fois qu'il demande le sein, mais si je lui donne tout de suite, il va avoir des coliques et puis je lui donner de mauvaises habitudes. Mais si je lui donne pas, il va devenir stressé. Et alors, les hormones de stress vont lui faire capoter les amygdales et l'hippocampe enfin, parce qu'il y a plein de mots des neurosciences qui circulent comme ça. Et c'est là où on voit que le chantier, il est gigantesque, quoi. Et d'amener beaucoup plus d'observation, beaucoup plus de nuances dans l'observation du bébé et de comment est-ce qu'on progresse avec lui. Parce qu'un bébé de 2 jours, 2 mois, 2 ans, c'est pas le même. Ah bon. C'est des bébés qui ont des compétences qui augmentent, évidemment, mais là, ouf. Donc voilà, pour vous répondre, effectivement, ça s'est perdu, mais il y a du maternage proximal qui revient dans notre discours social. Mais en même temps, il y a l'autre, les vieilles théories du bébé tout seul à qui il faut donner des bonnes habitudes et bien régler pour qu'il nous laisse tranquille, quoi, pour qu'il devienne un bébé facile. Mmh. Voilà. Je rebondis un tout petit peu sur, ce que vous dites. Est-ce que Ouais. c'est, pas mieux quand même d'avoir finalement ce discours contradictoire plutôt que d'avoir ce seul discours, de l'enfant, unique, materné, comme vous avez expliqué, après la guerre? Oui, oui. Je crois qu'on est en plein progrès, mais il y a comme des plaques tectoniques qui se confrontent. Avant, enfin, ma grand-mère, elle stressait moins que moi, et moi, je stressais moins que mes filles, en fait, parce qu'elle se pose beaucoup plus de questions. Mais pour elle, c'était simple. Il est propre, il a bien mangé, donc il n'a besoin de rien. Hein, Mmh. et donc, s'il pleure, ben, il fait ses poumons. Si c'est des coliques, on va voir s'il n'y a pas une épingle de nourrice ouverte, mais on ferme la porte et on le laisse pleurer, c'est tout. Hein, alors, je me souviens quand elle m'avait dit ça, c'est très simple, mais quand même, c'est bien qu'on en sorte. Mais ça veut dire qu'il y a Ouais. une confrontation d'idées, d'où l'importance que les parents aient des lieux où ils peuvent se déposer, qu'on les aide à faire le tri, qu'on les aide à les recentrer sur l'observation du bébé et qu'on ne reste pas dans les caricatures simplistes. Mmh. Bon, alors, le vieux maternage pour régler le bébé, c'est une caricature simpliste, mais attention, le maternage proximal et les nouvelles idées sont parfois propagées sous forme de caricature simpliste également, et avec des menaces, hein, parce que, bon, toujours la peur si mon bébé pleure, il stresse, donc voilà, il va devenir anxieux, enfin, etc., etc. Hein. Mmh. Donc, et entre deux caricatures, on ne peut pas trouver le juste milieu. Mmh. Hein, Mmh. donc c'est ça que ça prend, des notions plus évolutives du bébé, justement, et de se recentrer sur l'observation de ce bébé-là. Et ça prend des gens qui puissent aider les parents. Mmh. Ouais, c'est ce que j'entends très souvent, au cabinet, que les parents entendent des discours contradictoires et ça me rappelle souvent, quand j'étais, étudiante au lycée, quand j'avais eu Mhm. un prof de maths une année qui avait expliqué, la méthode pour arriver à ce résultat et que l'année suivante, un autre prof expliquait une toute autre méthode et du coup on disait: «Lequel a raison?» Ah oui, et peut-être les deux dans ce Exactement. cas-là, Je puisque je je pense que dans oui. le maternage, c'est un peu pareil. Il y a certainement des idées Euh, à prendre. non, hein, quand même, le laisser pleurer des heures pour qu'il fasse ses poumons, non, Voilà. non, 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 mais ça encore. il y a des idées peut-être à piocher, et à savoir faire le tri, en fait. Oui, mais même le tri et les compromis, ça suffit pas. Il est nécessaire d'avoir une vision évolutive du bébé. Mmh. Et qu'un bébé, comme je vous dis, le tout petit, de quoi il a besoin, et puis qu'est-ce qu'il est capable de mémoriser comme séquence d'événements qui vont aller en s'élargissant, puisque de toute façon, ces éveils vont être de plus en plus longs, et Mmh. que la réponse à ces besoins dans ces éveils qui sont au départ quand même très, très limités, hein, c'est être en relation, c'est avoir ce que j'appelle
enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est la théorie des soins et développement, mais la continuité sensorielle transnatale, donc retrouver le plus possible de sensations de la vie intra-utérine, parce que c'est là où ses chances de vie et de développement sont les meilleures, donc, dont les interactions propres à l'espèce. Hein, c'est une stratégie d'adaptation néonatale qui est commune à tous les bébés mammifères, et c'est comme ça qu'il va se retrouver contre sa maman et proche de la zone des mamelles ou du sein. Hein, mais après ça, ces périodes d'éveil augmentent et en plus de la tétée, il va y avoir plein d'interactions qui vont arriver, qui mémorise chaque fois qu'il dort. Et donc, chaque fois qu'il se réveille, il a la capacité de s'adapter à des interactions et des séquences d'interactions de plus en plus vastes, dont la tétée, bien sûr, mais je veux dire, ça va se diversifier. Et comprendre comment répondre à un bébé de 6 mois demande d'avoir quelques notions sur son évolution et de pouvoir l'accompagner là-dedans, y compris parfois dans ses soucis et ses frustrations, parce qu'on était sous la douche, qu'on n'a pas pu lui répondre tout de suite. Mais c'est pas un drame, je veux dire, 6 mois, c'est pas un drame. Alors que les bébés qu'on mettait en pouponnière à la maternité, c'est tout à fait contre leur physiologie, quoi. Ils sont pas prêts du tout à vivre ça. Et bon, dans les années 80, quand je faisais mes stages et quand j'ai commencé à travailler, on sortait encore tous les bébés des chambres le soir. Hein, on sortait les visiteurs, les plantes, les fleurs et les bébés, quoi. Et on mettait tous les bébés en pouponnière, mais ils pleuraient des heures. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, donc ça, c'est ces vieilles représentations-là. Alors que quand il va être un peu plus grand, oui, il va apprendre à dormir dans sa chambre, il va pouvoir être déposé dans un berceau parce qu'il entend les bruits familiers, parce qu'on ne l'a pas déposé là pour lui donner des bonnes habitudes, mais parce qu'il était prêt. Donc et c'est ça, tout cet accompagnement qui est évolutif. Mhm. Parce que les discours figés ne nous aident pas dans un sens comme dans l'autre. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Très clair. Et dans une autre partie de l'article, vous expliquez que les manifestations de l'instinct sont néanmoins précaires, fragilisables et que les comportements maternels sont facilement bouleversés par toute intrusion et toute séparation. Ouais. Et que enfin, cela m'emmène en tout cas moi à me demander pourquoi dans la majorité des accouchements à l'hôpital ou en maternité, même s'il n'y a pas d'urgence, il y a souvent très rapidement une séparation entre la maman et le bébé, pour la pesée par exemple, l'aspiration des voies aériennes supérieures. Pourquoi n'appliquons-nous pas cette règle primordiale à nous-mêmes? Oui, parce que les vétérinaires ont tout de suite remarqué que si on faisait ça, ça allait pas bien pour le bébé et quand même perdre un veau, ça coûte cher. Hein. Non, Exact. je suis cynique quand je dis ça. Je voudrais quand même souligner les énormes progrès qui ont été faits depuis 40 ans parce que j'ai ce recul quand même en travaillant mieux en maternité avec mes stages en fin des années 70 et ce qui se passe maintenant, il y a quand même beaucoup de progrès. Il y a quand même beaucoup de maternités où on ne sépare pas d'office les bébés, où ils sont laissés, on les sort, on les met sur le ventre de leur maman, on les sèche, on permet cette première rencontre, que la maman ait l'intention de donner le biberon ou le sein, cette première rencontre est super importante. En plus, on a un intérêt immédiat, c'est que les bébés qui restent sur le ventre, la maman va faire plus d'ocytocine, donc elle va mieux contracter son utérus. Les délivrances, donc l'expulsion du placenta, se passe plus rapidement, mieux et moins de pertes sanguines. Et ça, quand même, on a tellement d'études qui ont prouvé ça que je me souviens d'une conférence de Louise Dumas qui a beaucoup travaillé sur la question, qui est une chercheuse québécoise et qu'elle avait donné une conférence ici à l'hôpital et qui avait conclu son heure de conférence où elle sortait les études les unes après les autres. Et en conclusion, devant les obstétriciens et les pédiatres, elle a dit, ben voilà, séparer le bébé de la mère à sa naissance est une erreur médicale gravissime. Donc voilà. Et je voudrais quand même souligner, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui avancent très très bien par rapport à ça, mais oui, ça se fait encore et ça c'est dommage. Alors pourquoi c'est comme ça? Ben là, de nouveau, je vous ai parlé de l'origine de la périculture. Il faut partir de l'origine des maternités. Au départ, les maternités n'étaient pas du tout une institution comme nous la connaissons comme ça. C'était des ailes des monastères qui recevaient les malades. Il y avait une aile pour les femmes en couche. Mais qui allait s'accoucher là? Pas les paysannes qui s'accouchaient chez elles, pas les nobles qui en général avaient de l'aide pour le faire aussi, mais les femmes pauvres, par exemple, ou les femmes qui étaient rejetées de leur milieu. Hein, être enceinte en dehors des liens sacrés du mariage, au Moyen-Âge, c'était une catastrophe. On n'était plus mariable, donc on n'était plus rien. Donc elles allaient souvent s'accoucher quelque part en ville, elles abandonnaient leur enfant. Et d'ailleurs, la France est le dernier pays où on peut accoucher sous X. Hein. Ouais.
D'accord. C'est-à-dire accoucher anonymement et laisser l'enfant sur place. Ça, c'est vraiment un héritage de l'histoire en France, quoi. C'est assez particulier parce que ça, oui, ça s'est passé, mais ça s'est passé très souvent. Et donc, elles accouchaient là, puis hop, elles se carapataient et elles se refaisaient une virginité sociale à défaut de l'autre, donc ce qui leur permettait de retrouver une certaine. Bon, voilà, hein, mais c'est dramatique, quoi. Je veux dire, c'est vraiment terrible. Il n'y a personne qui faisait sa gaieté de cœur, je pense. Et donc, ces femmes pauvres ou ces femmes en déshérence sociale, je rajoute à ça toutes les guerres et toutes les violences qui ont été faites aux femmes, parce que même être enceinte sur viol, on était rejeté. D'accord. Hein, donc, et bon, une armée en stand-by, quand ils s'ennuient, ils sautent sur tout ce qui bouge. Hein. Bien sûr. Donc, non, enfin, dans les guerres, il y a toujours eu des femmes violées, c'est une horreur, quoi. Les femmes payent un tribut horrible à la guerre. Bon, les hommes aussi, hein, mais comme on disait, il y a plus d'inconnus que le soldat inconnu, parce on est proche du 11 novembre. J'ai lu ça sur Facebook il n'y a pas longtemps. C'est la Ouais. femme du soldat inconnu. Ouais. C'est pas faux, hein. C'est, euh, ben oui. On en entend parler encore aujourd'hui, du coup, avec la guerre. Oui. On entend toutes les atrocités qui se Ah, passent. Et, c'est une horreur. C'est affreux. Hein. Donc, bref, dans ce truc-là. Alors, il y a eu. Qu'est-ce qui existait pour ces femmes? Il n'avaient nulle part où s'accoucher. Eh bien, il y avait les ailes des monastères. Et puis, petit à petit, il y a eu des maisons d'accouchement dans les grandes villes. Hein. Et puis, petit à petit, il y a eu des médecins qui se sont intéressés. Ces structures sont devenues un peu plus grosses. Au départ, c'était des mouroirs, hein, parce que bon, elles servaient de matériel pédagogique aux étudiants en médecine qui ne mettaient pas de gants, qui ne se lavaient pas les mains, qui faisaient des autopsies, puis qui faisaient des touchés. Donc, s'il y en avait une qui avait une maladie vénérienne, bon, puis ils transmettaient à tout le monde. Il y avait énormément de manœuvres, donc ils s'exerçaient à faire des manœuvres obstétricales avec forceps et tout, donc au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. L'obstétrique a bien avancé, mais au prix de la santé des femmes. Et donc, il y avait beaucoup d'infections puerpérales et beaucoup de femmes mouraient suite à ça. Donc, tous des enfants qui allaient en plus dans les orphelinats dont je vous parlais là tout à l'heure. Et par la suite, avec les débuts de l'industrialisation, il y a eu, avec l'exode rural et donc l'arrivée de beaucoup d'anciennes paysannes dans les villes, qui étaient enfermées dans des ateliers pendant des heures et qui tombaient enceintes beaucoup trop tôt, donc des bassins féminins pas terminés, je veux dire, donc croissance non terminée ou croissance mal fichue, beaucoup de bassins compliqués, donc des bassins dystociques. Et donc notre obstétrique moderne est née dans la dystocie, c'est-à-dire les complications de l'accouchement, parce qu'il y en avait énormément. Alors, dans tout ça, c'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Quand je vous parlais des médecins tout à l'heure, il y a des médecins qui se sont énormément dévoués dans ces hôpitaux-là. Et notamment, même avant Pasteur, on commençait à instaurer des règles d'hygiène très strictes. Et là, la France a été à fer de lance, hein, notamment avec la maternité de Port-Royal, quand ils ont commencé à instaurer des règles d'hygiène très strictes. Mais c'était le concept du bassin meurtrier. La femme est un danger pour son bébé et quand le bébé sort, il faut vite aller le purifier, le nettoyer, parce que là, on était encore dans l'imaginaire. Le corps féminin, il est sale, il est dangereux, il est mal fichu, donc il faut nettoyer le bébé tout de suite. Et il faut que la mère se repose. Que déjà qu'elle a survécu à l'accouchement, hein, on va mettre le bébé d'un côté pour le surveiller et on va mettre la mère de l'autre pour qu'elle se repose, parce que voilà. Mais tout ça a bien a bien évolué, mais on reste quand même toujours dans une idée que la formation des médecins reste que l'accouchement, c'est dangereux. Et on peut comprendre, hein, et alors actuellement, ça reste encore parce que la pression médico-légale est terrible. C'est stressant hein, d'être obstétricien parce que c'est avec les esthéticiens, c'est la catégorie médicale spécialiste qui a le plus de procès. ouais, d'accord. Ah Ouais, oui, mais ça, il faut ça le m'étonne savoir. pas. Ouais, De ouais. quoi? Ah oui, Ça m'étonne pas, les gens sont très procéduriers aujourd'hui, déjà pour tout, mais je oui, oui, pense oui. que pour le milieu où on donne la vie et effectivement l'esthétique où on veut changer son. Oui, c'est ça. Les attentes sont énormes. Et alors aussi que dans cette obstétrique-là, c'était je vous prends en charge, quoi. Et c'était pas du tout l'idée de voilà, vous êtes capable, votre corps est capable, voilà les règles d'hygiène qu'on va faire, voilà quoi. C'est pas ça. La culture de base, c'était pas ça. Alors, de nouveau, ces personnes dépendantes, hein, moi je connais tellement de gynéco-obstétriciens différents qu'on ne peut pas faire de généralité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'obstétrique qui a confisqué l'accouchement aux femmes, c'est que l'obstétrique est née dans un contexte où les femmes ne possédaient déjà plus leur corps. Leur corps appartenait à l'Église, à l'État, au conjoint, mais pas à elles-mêmes. Même leurs enfants ne les appartenaient pas. Une femme qui divorçait il y a un siècle, elle ne gardait même pas ses enfants. Mm.
Et puis, elle n'avait pas de ressources pour vivre non plus. Donc, vous voyez, tout ça a beaucoup changé au XXe siècle, mais c'est vrai que l'obstétrique a quand même une petite tendance machiste au départ, hein. Il faut lui reconnaître ses défauts. Il y a de plus en plus de professions, bon, comme les sages-femmes, hein, qui ont fait beaucoup de prise de conscience, les sages-femmes ici au Québec, qui avaient complètement disparu et qui sont renées de la demande des femmes, donc sur des bases différentes. Et alors là, de nouveau, dans les sages-femmes, ces personnes dépendantes, il y a, il y a des sages-femmes qui sont très allumées sur la physiologie et sur donner aux femmes tous les outils pour vivre ça. Et alors, évidemment, pour rester dans la physiologie post-accouchement dont vous parlez, il y a l'accouchement, puis il y a la rencontre avec le bébé, il y a la délivrance, il y a l'allaitement, tout ça fait partie d'un continuum de physiologie qui est fragilisable, effectivement. Et ça, bon, comme je vous disais au départ, les éleveurs s'en sont rendus compte depuis très longtemps. Et dans les zoos aussi, hein, ils font très attention à ne pas déranger les femelles, parce que faire une femelle gorille qui ne s'occupe pas de son bébé, ben, c'est la galère, hein, pour le faire survivre après. Hein, tandis qu'ici, nous, on a un tas de... Bon, n'oubliez pas, hein, on a des alternatives, et tant mieux pour les femmes qui ne souhaitent pas allaiter, qu'on ait des produits approximativement acceptables. Je ne vais pas en faire la publicité quand même. Mais enfin, bon, dans nos pays, les bébés n'en meurent pas, alors que dans les pays en voie de développement, oui. Mais chez nous, ça va. Simplement, bon, ça, c'est des choix propres à chacune. Mais on a ces produits-là, on a ces préparations commerciales pour nourrissons. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse, même pour les femmes qui ont le projet de donner le biberon, de respecter la physiologie de la naissance, de la rencontre avec l'enfant, et pourquoi pas une première tétée ou alors un petit biberon donné, mais qui est ce contact, cette rencontre-là, parce que ça va mettre en route tout le processus ocytocine, endorphine et dopamine, parce qu'elle va sniffer son bébé aussi comme les autres, hein. Voilà. Donc, on a là des facilitateurs de comportement maternel qui concernent toutes les mères et même les pères, hein. Vous savez qu'un papa qui fait du pot à pot, il fait de la prolactine, hein. Ah ouais, c'est fantastique. Ouais. Ouais, D'ailleurs, ouais. son seul moyen de créer du lien avec son bébé, sachant que voilà, il l'a pas porté, il le rencontre pour la première fois le jour de l'accouchement, le fait de le porter, de l'avoir en peau à peau, c'est ce moment-là qu'il va avoir pour créer son lien avec son bébé. Oui, mais même s'il n'y a pas de peau à peau, hein, il l'a dans les bras, il le regarde, ils se regardent mutuellement, il sent sa chaleur, il sent l'odeur du bébé, et les hommes sont, comme nous, capables de faire de la prolactine, de l'ocytocine et des endorphines et de la dopamine. D'ailleurs, quand on voit certaines photos, on peut même presque lire les taux de prolactine circulantes dans les yeux, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Non, c'est très intéressant. Il y a, bah, justement, en parlant d'hormones, ça nous permet de rebondir sur la question suivante, puisque un Oui. peu plus tard dans l'article, vous expliquez les bienfaits de l'ocytocine, justement dans de nombreux mécanismes, et en particulier l'allaitement. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, est-elle moins sécrétée chez les femmes qui font une dépression postpartum? Et quel impact cela peut avoir sur la physiologie du postpartum? Vaste question, parce que la dépression du postpartum, d'abord, regroupe toute une série de difficultés maternelles qui vont du burn-out à la tristesse chronique. Dépression, c'est un peu difficile à utiliser comme mot. Enfin bon, bref, elle n'est pas heureuse dans son rôle. Alors, est-ce qu'il s'agit de femmes qui, comme par hasard, ne feraient pas assez d'ocytocine qui déclencherait la dépression? Non, c'est pas aussi simple que ça. Hein, pour avoir rencontré, parce que pour écrire mon livre, j'ai parlé avec beaucoup de mamans, de jeunes mères qui avaient fait une dépression, qui avaient traversé, parce que l'objectif de mon livre, c'est pas de parler de la dépression, mais c'est de l'éviter. Hein, parce qu'entre le discours rose bonbon, la mère et l'enfant se portent bien, tout va bien, c'est merveilleux, avec des paillettes, et le hashtag mon postpartum, c'est c'est la dépression, c'est l'horreur absolue. Vous êtes déformé, vous êtes moche, vous êtes triste, vous êtes pleuré tout le temps. Enfin, c'est vraiment le noir de chez noir, quoi. Je voulais installer un peu toutes les couleurs qui existaient et dire qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent qui vont faire qu'au total, elle va s'adapter. Avec des hauts et des bas, elle va en voir de toutes les couleurs, dont les gris, donc parfois des journées de noir. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule dans le noir ou pas? C'est beaucoup plus complexe que ocytocine ou pas ocytocine. Ceci dit, dans les témoignages de ces mamans-là, je voyais souvent des accouchements compliqués dont elles ont été très déçues, voire des violences obstétricales.
donc je veux dire très peu d'ocytocine, hein, notamment des déclenchements sans indication médicale. Il faut quand même savoir qu'il y a des conséquences, c'est pas des accouchements, enfin on a moins de chances d'avoir un accouchement normal avec un déclenchement que si on suit le processus. Maintenant, il y a des indications médicales et tant mieux si on a les outils pour déclencher en cas d'indication médicale. Mais il faudrait quand même mieux faire la balance bénéfice-risque, hein. Ouais. Donc, des grosses déceptions autour de l'accouchement, de grosses déceptions d'elle-même, sans toujours voir à quel point c'est ce qui s'est passé qui font que ça n'a pas fonctionné comme elle voulait, Mhm. comme elle se l'attendait. Donc, elle met toute la culpabilité sur elle. Donc, déjà, elle démarre leur histoire maternelle avec une mésestime et une tristesse, je veux dire, peu d'assurance par rapport à elle-même. Alors souvent, suite à ça, on a une histoire d'allaitement qui rate, qui ne marche pas bien. Et là, bah, pour moi, il y a un manque d'accompagnement absolument flagrant, hein. C'est bon, ce qui est encore véhiculé dans certaines maternités, comme je vous disais, il y a beaucoup de discours incohérents. La formation initiale est en amélioration, mais bon, le chantier n'est pas terminé, hein. Avant, toutes les femmes qui allaitent reçoivent un discours qui est physiologique, cohérent, à jour est censé, est basé sur l'observation de leur histoire et pas sur des théories fumeuses, bon, on a encore du boulot, quoi. Encore un peu de Donc, temps. de quoi? Il y a encore un peu de temps. Il y a encore du boulot, hein. Et donc, elles ont un échec d'allaitement. Donc là, déjà, elles se privent d'ocytocine, de toutes les ocytocines de la tétée. Il y a une privation, leur prolactine va redescendre. Donc, on ajoute ça. Et alors, bien souvent, on a un bébé qui a des séquelles de cet accouchement compliqué, donc un bébé qui pleure énormément. Et donc là, elles vivent chroniquement des stress importants. Et on leur dit, mais tu sais, ton bébé, il grossit, il grandit bien. Depuis que tu es passé au biberon, ça va beaucoup mieux. Regarde, il grandit, il grossit. Et on ne voit pas que ce bébé, par exemple, a un torticolis congénital, un moulage crânien qui ne va pas. Bon, ça, c'est votre boulot, hein, c'est de remarquer ça. Et je vois des mamans qui ne comprennent pas pourquoi leur bébé pleure 10 à 14 heures par jour et qu'elles sont à bout et qu'elles ne dorment plus. Alors, vous voyez, tous les hormones de gratification, même s'il y en a encore un petit peu, ben, c'est surtout les hormones de stress qui prennent le dessus. Et ces femmes s'effondrent. Et ce qui m'étonne, c'est qu'elles ne s'effondrent pas plus vite. En effet, elles sont faites solides, hein. Et quand elles en parlent avec moi après, parce que bon, je les écoutais dans le but de me faire plus une idée de où on en était maintenant, je dis, mais vous réalisez à quel point vous avez tenu le coup tellement longtemps. Ce que vous avez fait, c'est héroïque. Parce que priver quelqu'un de sommeil, lui envoyer des injonctions paradoxales, ne pas reconnaître ce qu'il vit, c'est de la torture mentale, hein. Ouais, Si ouais. vous voulez faire craquer un prisonnier, mettez-le à ce régime-là, quoi. Il tombe, hein. Et je veux dire, n'importe qui serait soumis à ce stress-là, mais il tombe. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que vous avez fait votre dépression après 6 mois, tout en vous occupant du bébé. Hmm. C'est ça, et qu'elles n'ont pas lâché leur bébé, quoi. Et ça, je le vois aussi, j'ai une autre occasion pour les écouter, c'est les entretiens sommeil, puisque bon, j'appelle ça entretien sommeil pour aider. Je n'aime pas le mot coach, parce que je ne cherche pas à avoir un résultat précis. C'est pour des parents qui ont un problème de sommeil avec leur bébé. Ben, quand j'entends l'historique de l'histoire, avec des parents parfois qui sont limite burn-out, ou parfois déjà dans le burn-out. Burn-out, c'est l'épuisement, hein, c'est la fatigue, alors que la dépression, c'est plutôt l'anxiété. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc, vous voyez, dans la notion, est-ce qu'ils font moins d'ocytocine et donc ils font une dépression, ou bien il y a tout un contexte avec des difficultés qui s'accumulent et qui parfois commencent à l'accouchement, parfois après. Il y a des femmes qui vont craquer, avoir le bébé a un problème d'organisation, par exemple au niveau de la succion, l'allaitement rate parce qu'elles font des crevasses à répétition, elles crèvent de mal, donc elles finissent par passer au biberon. Donc premier échec, mais ce bébé là pleure aussi énormément. Et donc vous voyez, tout ça s'enchaîne, et c'est vrai qu'on n'est plus dans un climat de gratification mutuelle, je veux dire, avec une assurance parentale qui se construit, et avec une joie d'accueillir ce bébé-là, une aisance, un couple qui réalise son projet parental, et c'est là où au plus tôt on les repère, au mieux c'est. Mhm, mhm. D'où l'importance de tous les intervenants de proximité, tous les accompagnants, hein, quelle que soit la voie d'entrée, hein, que ce soit l'allaitement, la kinésithérapie, l'ostéopathie, les sages-femmes qui font les visites à domicile, les infirmières de PMI. Je veux dire, c'est d'être attentif aux signes de détresse du ou des parents.
Ouais, bien sûr. Justement éviter que, parce que là maintenant, quand je lis, enfin, le mot postpartum est en train de devenir synonyme de dépression, et ça, il y a un Ouais, problème quand même. ouais, faut éviter quand même. Oui, C'est pas oui, oui. c'est Il y avait un ami ostéopathe dont la femme venait d'accoucher, et un an après, il me dit, tu sais, j'ai tellement bien soigné ma femme, qu'elle n'a pas fait de postpartum. Et je dis, mais elle a accouché pourtant. Ah non, non, mais elle n'était pas triste, elle allait bien. Oui, mais elle a fait son postpartum. Non, 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 elle n'était pas triste. Donc, tu vois, il y a vraiment cette confusion entre postpartum et dépression. Mais ceci dit, le nombre de dépressions augmente, hein. ouais, On est à 20-25%. Quand ouais, on voit qu'actuellement, la première cause de mortalité maternelle, dans la première année qui suit un accouchement, c'est le suicide. Bon, ouais. alors, il n'y en a pas beaucoup, mais chaque suicide est un suicide en trop, quoi. C'est vraiment, bon, voilà, c'est grave, quoi. On C'est doit évitable, vraiment faire quoi, attention. donc, Oui, beaucoup sont évitables. Oui, oui, bien sûr, c'est évitable. Donc, ça, les ouais. accompagnants autour sont hyper importants, quelles que soient les professions. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant de mortalité maternelle et infantile, en France, on est très très mal classé. Je rebondis là-dessus Ouais. parce que j'ai pas cette question-là m'est pas venue pendant que je lisais l'article et tout ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait qu'on soit si mal classé en France, dans un pays pourtant qui, qui a Et tout pour être bien classé, je pense. pas tant que ça, hein, l'hôpital public va mal, hein. Mhm. L'hôpital va mal en général. C'est regarder les soignants quittent le navire de plus en plus rapidement. Enfin, c'est que ça soit. Bon, je lisais des articles sur la prise en charge des bronchiolites, c'est une catastrophe. Il y a une surcharge de 5 à 10% et les services s'effondrent. Euh, c'est c'est dramatique. Les hôpitaux, enfin, on ferme des lits partout, on ferme des maternités. Ouais. Euh, c'est invraisemblable. Moi, je voyais bien quand les dernières années que je travaillais dans les milieux hospitaliers via l'Institut Connaître en France, je voyais la détresse des soignants en maternité qui augmentait tout le temps, alors bon, elles aiment bien leur boulot, quoi. Elles sont motivées, elles étaient contentes d'apprendre. Et je dis, mais quand on a du travail à la chaîne, c'est très différent. Donc, vous voyez, il y a déjà ça. Il y a l'hôpital qui n'est pas subventionné correctement, il n'y a pas assez de personnel, on ferme des maternités. Au point que maintenant, il y a des femmes qui habitent à l'hôtel proche de la maternité, ou alors d'autres qui acceptent des déclenchements parce qu'il n'y a plus de maternité de proximité. On arrive en hiver, on a peur d'être bloqué, parce qu'il y a quand même des montagnes en France, hein, on a peur d'être bloqué par la neige. Ça arrive ici, mais ça arrive chez vous aussi. Et donc, elles habitent à l'hôtel, c'est complètement invraisemblable. Donc là, déjà, il y a une augmentation des déclenchements à cause de ça, ce qui n'est pas une bonne idée pour la physiologie. Et puis, je vous dis, le suivi de l'allaitement est très, très aléatoire. Donc, et je vois les professionnels qui travaillent à domicile, comme les sages-femmes libérales et les PMI, ils sont submergés. Ils ont trop de travail pour faire cet accompagnement de personne à personne. Vous voyez? En plus, les quelques professions émergentes comme les doulas, alors là, on fait tout ce qu'on peut pour les démolir. Ouais. Hein. Et les sages-femmes les voient comme des concurrentes, ce qui n'est pas du tout le cas ici, hein. Elles travaillent en collaboration. Alors, quand on voit les besoins des sages-femmes et qu'on voit que de toute façon, les professionnels officiels ne peuvent pas. Et puis, bon, il y a un tas de choses qu'une doula peut faire et qui n'est pas du tout sur le territoire professionnel des sages-femmes. Ce n'est pas de l'exercice illégal de la sage-famerie, je dirais, c'est autre chose. On est complémentaires. Et enfin, pourquoi se priver de ces professions émergentes qui pourraient faire une partie du travail, Mhm. hein? Et bon, ben, c'est vrai que les parents vont prendre en charge eux-mêmes. Enfin, bon, quand je vois les sommes qui sont dépensées autour d'une naissance en trucs inutiles, on pourrait peut-être centrer un peu l'élan communautaire sur de l'aide, hein. Voilà. Alors aussi, on est dans une société individualiste où on a peur de déranger, par exemple. Hein, donc, on va tous se précipiter à la maternité pour aller voir le bébé, mais comme le séjour dure 2, 3 jours, ben, ça fatigue la mère. Mais le soir, la nuit, quand son bébé va appeler tout le temps, là, il n'y aura plus personne. Et il y aura une auxiliaire de périculture pour tout l'étage, ou parfois deux, mais c'est pas assez. Hein. À l'origine de notre espèce, il y avait une tribu autour des mamans qui avaient accouché, il y avait le village, il y avait. Hein, alors, actuellement, dans le reset où on est, on n'a plus de groupe automatique
obligatoire, mais je dis, moi j'insiste toujours en prénatal avec les futures mamans que je rencontre encore, ben c'est dire construisez votre village postpartum, votre tribu postpartum, c'est nécessaire. Du coup, j'ai oublié votre question. J'étais partie. Non, parce qu'on avait rebondi sur le fait que la mortalité maternelle et infantile était élevée en France et du coup, comme Ah ça, oui, j'avais envie c'est d'avoir ça. votre avis sur le pourquoi, Oui, pourquoi, oui, alors que je trouve quand même qu'en France, on est un pays qui est quand même censé avoir des moyens, et, enfin tout quand même pour qu'on soit mieux classé et on est en bas du classement. Moi, ça m'a marqué oui. quand j'ai appris ça, Alors, il n'y a pas ouais, très longtemps et je me posais des questions de pourquoi est-ce que, voilà, je me, ouais. je pense que je suis pas, peut-être pas assez, j'ai pas une vision assez large et assez développée pour bien savoir le pourquoi du comment, hein, mais du coup, Oui, mais c'est une chose qu'un pays ait des moyens, mais il y a une différence entre les moyens et les priorités. Et manifestement, la périnatalité n'est pas une priorité. Et alors, j'ajoute un truc très grave en France, et en Belgique, c'est la même chose, c'est le non-congé de maternité qui dure 2, 3 mois. C'est absolument insuffisant. On Mhm. renvoie sur le milieu de travail des femmes qui n'ont même pas terminé leur dégestation. Ouais. Le concept dont je parle dans mon livre sur le quatrième trimestre, c'est tout le processus physiologique qui se met en route une fois l'accouchement terminé, parce qu'une grossesse transforme au complet le corps féminin, hein, pas juste l'utérus, le cœur, enfin, le système cardiovasculaire, la respiration, le fonctionnement du foie, des reins, l'équilibre musculo-squelettique, ça vous connaissez, hein, la digestion, tout a changé pendant la grossesse parce que c'est toute la femme qui se met au service du bébé qui grandit. Et après ça, il y a un rééquilibre qui s'installe, donc plutôt un cheminement vers un nouvel équilibre qui n'est pas l'équilibre normal puisqu'on était dans la normalité avant, mais qui est plus comme d'habitude. Et ce n'est pas un retour au corps d'avant, hein. Et la plupart des phénomènes se passent entre 6 semaines et 3 mois, donc c'est vraiment un quatrième trimestre de grossesse, puisqu'on peut estimer qu'un nouveau-né humain, c'est pratiquement un fœtus extra-utérin qui demande énormément de soins, d'implications. Et le corps féminin va cheminer vers ce nouvel équilibre qui est à la fois anatomique et physiologique et qui demande un gros boulot. Déjà, une femme qui allait, elle fait entre 3/4 de litre et 1 litre par jour. Donc, sur le quatrième trimestre, une femme de poids moyen fait son propre poids-volume en lait. Mhm. Donc, vous savez, quand vous faites 3 kilos de bébé, on vous apporte des fleurs, mais quand vous faites 75 kilos de lait, on dit que vous êtes en congé de maternité. Hein, Ouais. cherchez l'arnaque. Hein, non, non. Et alors les femmes, moi je vois les femmes qui stressent, quoi. Le bébé a 1 mois et demi, 6 semaines, elles ont à peine pu s'installer dans leur maternité qu'elles pensent déjà au sevrage parce qu'elles croient que si le bébé va en milieu de garde, bon, voilà, elles devront sevrer, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais bon, un travail à temps plein avec des horaires irréguliers, courir à la crèche, faire les courses. Mais Ouais. c'est terrible le stress dans lequel elles sont. C'est quoi. Oui, oui, c'est ça, elles n'ont pas le temps de se poser. Ici au Québec, enfin, mes filles sont très contents qu'on ait immigré, hein, parce que Ouais. contrairement à leurs cousines qui sont restées en Belgique, ben, elles ont 8 à 12 mois pour se poser, hein, pour se poser dans leur maternité. Et c'est quand même 8 mois à 75% des derniers salaires ou 12 mois à 50%. Et il y a plus de congés, il y a 6 semaines pour le papa. Donc Ouais. c'est quand même autre chose, quoi. On a tous on a le temps de voir venir les choses, que le bébé bon, arrive à enchaîner plusieurs cycles de sommeil pour faire des durées de sommeil un peu plus longues pendant la nuit. On a le temps de s'apprivoiser, de se connaître, d'aller doucement au lieu de travail, de faire une demi-journée d'abord. Enfin, bon, on a le temps d'abord de trouver un lieu de garde aussi. Ouais, c'est En France, il faudrait pratiquement avoir trouvé le lieu de garde avant d'être enceinte, hein, avant de penser à être enceinte, hein, c'est à peu près ça. Donc, vous voyez, tous ces stress cumulés, là, vous comprenez pourquoi les parents ne tiennent pas le coup et les mères encore moins. Mhm. C'est énorme le niveau de stress. Ouais, 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 On ouais, leur demande de faire du maternage bienveillant, proximal et d'allaiter 6 mois exclusifs. ouais. Et de C'est reprendre le travail à 3 mois. Oui, de prendre le travail à 3 mois, et alors vous avez des influenceuses et des ministres qui disent très fièrement qu'elles étaient sur le lieu du travail à 15 jours en talons hauts. Bravo, quoi. Mais enfin, elles ont les moyens de se payer des nurses à plein temps, hein. Ce n'est pas le cas de Madame Tout-le-Monde, quoi. Et puis, Oui. est-ce que c'est souhaitable pour l'enfant? Pourquoi faire des enfants si on ne s'en occupe pas? Mm. Ouais.
Non, hein. mais complètement. Ouais, ouais. Et justement, en parlant de maternage proximal, ça m'amène à la question suivante. Dans votre article, vous parlez de l'importance du portage et de la proximité entre la maman et son bébé et dans les premiers mois, voire les premières années de vie, notamment pour faciliter l'allaitement. Et j'explique souvent ça aux parents que je vois au cabinet, que de mon point de vue de kiné, en leur montrant à quel point l'environnement du bébé dans le ventre de la maman est différent de son environnement extérieur. On en a dit, quelques mots tout à l'heure et que le Ouais. portage est quelque part le meilleur moyen de faire cette transition entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Et pourtant les femmes, rapportent souvent, dans leur discours au cabinet qu'on leur reproche souvent de trop porter leur bébé. Est-ce possible de trop porter son bébé, vraiment? Je crois que se sentir bien dans le portage, il y a des variantes qui sont propres à chacune. Il y en a qui se sentent plus à l'aise, plus ou moins à l'aise dedans. Et c'est comme pour l'allaitement. J'ai envie de vous dire, vous savez, ça fait 5 à 10 000 ans que nous sommes sédentaires et puis que progressivement les femmes se sont retrouvées de plus en plus seules face à la maternité, que les femmes ont été domestiquées, que le statut des femmes a diminué, que la maternité est devenue un esclavage, et encore il n'y a pas si longtemps il l'était, et que chaque femme porte en elle les mémoires transgénérationnelles de cette exploitation, de cette réduction des femmes à leur capacité reproductive. Mmh. Et que donc on n'arrive pas à la maternité avec le même bagage, avec les mêmes mémoires, avec aussi le même maternage qu'on a reçu ou non de notre mère. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes actuellement qui veulent donner à leur bébé plus que ce qu'elles ont reçu, ce qui est absolument héroïque, notamment dans le portage. Et dans l'idée de on porte trop ou on porte pas assez, moi, quand j'en discute avec les mamans, bon, d'abord les dégager du discours extérieur, parce que ça, c'est à elles de sentir, mais que même en elles, comment est-ce qu'elles se sentent avec cette proximité, avec cet allaitement? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort? Est-ce qu'il y a des moments où les pleurs du bébé réveillent des pleurs en elles? Est-ce qu'elles ont parfois l'impression d'en faire trop et que ça leur demande de trop? Parce que par rapport à ce qu'elles ont reçu et par rapport à ce qu'elles transportent avec elles de mémoire, comment elles se sentent à l'aise là-dedans? Mmh. Et je crois que là aussi, il n'y a pas de normes. C'est bien qu'on reparle du portage, c'est bien qu'on reparle d'allaitement, mais pour certaines femmes, l'allaitement exclusif de 6 mois, le portage beaucoup, 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 c'est trop par rapport à ce qu'elles peuvent donner à ce moment-là. Et c'est plus de ça dont j'ai envie de discuter avec elles. Parce que faire le tour de, on va les critiquer, c'est vite fait. C'est, bah, écoute, tantôt Augusta, elle n'a jamais porté ses bébés. Hein, elle fait peut-être très bien les tourtières au jambon. Demande-lui des tourtières comme cadeau de naissance. Elle va t'aider comme ça. Mais lui demande pas de conseils par rapport, et si elle t'en donne, bah, tu sais qu'elle est à côté de la plaque, point barre. Mais c'est plus toi là, comment tu te sens avec ça? Moi, Mmh. j'ai vu des mamans qui étaient tout à coup beaucoup plus détendues dans leur maternité quand elles passaient à l'allaitement au biberon. Et Mmh. on n'a pas à les juger pour ça. Mais ça venait d'elles alors. Et là, leur offrir un espace pour s'écouter, elles, dans cette nouvelle distance qu'elles avaient avec leur bébé, elles avaient enfin la place de se trouver comme mère avec ce qu'elles peuvent donner, avec ce qu'elles transportent, et avoir aussi la place de dire, mais qu'est-ce que ça me fait à moi quand mon bébé réclame tout le temps? Pourquoi ça m'exaspère? Pourquoi je me sens en colère contre lui? Et avoir des lieux, des endroits où elles peuvent le déposer et avancer avec ça, quitte à, tu sais, à déposer, à calmer un peu tout ça. Parce que dès qu'on met en mots, on défige, Mmh. et on le pleure et puis on le dépasse. Mmh. Et puis après, peut-être que pour un bébé suivant, elles seront plus à l'aise avec l'allaitement ou avec plus de portage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se défendre du milieu extérieur, oui, mais ça, c'est encore facile à faire. Tu sais, c'est les recentrer sur leur projet. Mais ce qui émerge en elles par rapport à tout ça, elles ne sont pas toutes à l'aise. Hein. Et comme on a vu, bon, ces 5 derniers millénaires, on est dans des cultures dites patriarcales, plus exactement hiérarchisées, dominateurs. Le statut des femmes a diminué, réduction de leur capacité reproductive, maternité successive, esclavage de reproductif, ce qu'on peut appeler ça. Vous savez, le, le film, la dystopie, avec les femmes habillées en rouge, là, les Oui, servantes écarlates, avant tout ouais, cas. pas si loin de la réalité, hein.
Mmh, mmh La condition féminine, ça a été ça quand même, dans toutes les sociétés dites patriarcales. Je dis patriarcales parce que, enfin, je dis dites patriarcales parce que pour moi, c'est plutôt société de domination hiérarchisée et guerrière et expansionniste. Parce que là, c'est des sociétés qui consomment beaucoup de vie humaine, donc il faut que les femmes pondent un maximum, quoi. Hein, les plus grands discours natalistes qu'il y a eu en France, c'était entre 14-18 et 40-45, quoi. Il fallait bien qu'elles pondent la chair à canon pour la suivante. Hein, je suis très cynique hein, quand je dis ça, mh. j'y crois pas. Enfin, ces discours natalistes, c'est à vomir, quoi. On ne tient pas du tout compte du bonheur dans la maternité. C'est non, faites-en un maximum et quand vous en faites 7, on vous donne une médaille, qui n'est même pas en or en plus. On a plus d'estime pour les sportifs que pour les femmes qui font 7 enfants. Non, non, mais c'est grave, quoi. On sort quand même d'une période qui est très sombre, je trouve, pour ça. Alors, on en sort progressivement, parce que dans d'autres pays, c'est pas gagné. Hein. Vous voyez bien que les femmes sont encore enfermées comme ça. Et donc, je veux dire, on a chacune notre héritage par rapport à ça. Et voilà, c'est Mmh. trop porté par rapport à quoi, par rapport à qui. Et c'est apprivoiser la maternité pour certaines femmes, c'est un gros boulot parce qu'elles se traînent des cailloux dans le sac à dos qui sont quand même pas rien. Hein. Mmh. Et c'est les soutenir dans cette mise au clair par rapport à elles-mêmes, c'est les dire, mais ne pas être dans le jugement quand elles se disent, mais moi j'ai envie de lâcher ça, ça pour moi c'est trop. Dormir avec mon bébé, c'est impossible, je ne peux pas, j'ai besoin qu'il soit dans sa chambre, alors qu'on préconise le cododo pendant, enfin le bébé dans la même chambre pendant 6 mois, recommandation de l'OMS. Oui, effectivement, parce qu'on peut aussi faire pression avec des notions qui sont justes. Simplement, comme professionnel, quel espace on offre pour que la personne puisse s'écouter elle-même. Voilà. Donc, tu vois, trop porter de bébé, voilà. Par rapport à quoi? De l'extérieur, de l'intérieur, c'est à ça qu'il faut. C'est ça qu'on Chaque, va. chaque personne est unique et chaque Oui, histoire aussi, chaque oui, bébé, chaque naissance. oui. Et du coup, il faut s'adapter et essayer d'accompagner les femmes par rapport à elles à ce moment précis, quoi. Oui, avec beaucoup de bienveillance pour les inviter à avoir cette bienveillance vis-à-vis d'elles-mêmes. Mhm. Qu'elles puissent donner le meilleur de ce qu'elles peuvent donner pour ce bébé-là, à ce moment-là dans leur vie, quitte Mhm. à ce que ça se mine après. Oui, Hein, bien sûr. parce que cette bienveillance-là, cette aisance et ce bonheur alors qu'elles vont pouvoir trouver dans ce juste comportement pour elles, va leur permettre d'avancer et de faire plus pour un bébé suivant peut-être, mais au moins elles sont en accord avec elles et leur bébé. Ouais. Ouais, pourtant, tu sais, je te dis, je suis l'allaitement, je peux te faire un argumentaire de plusieurs heures sur le lait maternel, c'est meilleur, hein, ça c'est sûr. Mais maintenant, c'est qui est cette personne-là qui est en face de moi et qui chemine avec son histoire. Hmm. Voilà. Et ce C'est bébé-là. c'est beaucoup plus intéressant. Oui, voilà. Voilà. Et pour terminer, quels conseils pourriez-vous donner à de jeunes professionnels en périnatalité, par exemple des kinés, des sages-femmes, des puéricultrices, voire même peut-être des obstétriciens, pour améliorer nos pratiques autour des femmes aujourd'hui? Oui, mais surtout des obstétriciens et des obstétriciennes, hein, la profession se féminise. Ouais. Mais bon, de toute façon, la bienveillance n'est pas liée au chromosome sexuel. Hein. Ça, c'est un homme comme une femme est capable de bienveillance. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, hein, c'est la bienveillance. Quel que soit notre port d'entrée professionnel ou d'accompagnement dans une famille qui vit la transition vers la famille, justement, vers la périnatalité pour un premier, un deuxième, un troisième enfant ou plus, c'est bon, savoir c'est quoi la physiologie. Hein, d'abord de se tenir à jour par rapport à la physio, je pense que ça c'est important. Et alors deuxièmement, quand on est face à quelqu'un, c'est toujours donner priorité à cette personne-là. Donc rentrer, créer l'alliance, quoi. C'est Mhm. créer l'alliance, créer le soin. Parce que c'est cette alliance-là qui va permettre d'amener des idées, des Mhm. actions, des conseils et des soins, mais qui soient ajustés à cette personne-là. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je dirais à tous les professionnels de la périnatalité, mais je dirais du soin en général, Ouais. de sorte ce soit comme, bon, parfois, bon, on parle beaucoup des violences obstétricales, par exemple, pour le moment. Eh bien, quand on écoute les plaintes des personnes, c'est beaucoup le manque de communication. Alors, j'ai travaillé 10 ans à l'accouchement, dont la nuit, donc j'en ai vu toutes sortes, hein, des urgences obstétricales, y compris des manœuvres très dures qu'on doit parfois faire, comme des révisions utérines d'urgence, parce qu'on n'a même pas le temps d'aller en salle d'op.
Mais il y a moyen de faire ça de manière où on reste en contact avec la personne, où on lui dit ce qui se passe, où parfois on ne peut même pas lui laisser le choix parce qu'on est en manœuvre d'urgence, mais on lui explique tout ce qui se passe et on lui tient la main et on lui éponge le front et puis on y reva et puis on y retourne le lendemain, hein, pour lui permettre Ouais. de créer ce dialogue-là. Alors que pour certaines femmes, une épisiotomie qui est faite sans parole parce que la sage-femme ou le médecin parle de golf avec son interne, c'est Mhm. insupportable, c'est traité comme de la viande. Vous voyez, et donc le niveau de violence, est-ce qu'on est traité comme un être humain ou pas, même dans l'urgence obstétricale? Et c'est ça l'essentiel. Pour ça, ce qui serait génial, c'est qu'on ait plus d'heures de communication dans nos formations initiales, surtout dans les soignants, sages-femmes, médecins, infirmières et tout ça, avoir beaucoup plus de temps sur la capacité à communication et à se centrer au départ d'une relation de soins ou d'accompagnement sur la personne qu'on a en face de nous. Mmh. Ça, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de patientes, et c'est pas que dans le milieu de la périnatalité, qui ressortent d'un rendez-vous médical et qui ont rien compris à ce qu'on leur a expliqué. Donc c'est la communication dans ce sens-là aussi, savoir trouver les mots, pour expliquer simplement et de manière accessible, ce qui se passe, et aussi, Mhm. comme vous l'avez très bien dit, savoir trouver les mots pour créer l'alliance avec, notre patiente, et l'emmener à se dire que voilà, en fait, on forme une équipe, on est ensemble, elle est avec nous et nous, on est avec elle pour la soigner, et elle, elle est avec nous pour qu'on avance ensemble, en fait. Ça, c'est vrai que c'est un C'est ça. super conseil qu'on m'avait pas encore donné et j'aime beaucoup. Oui, et ça va au-delà de trouver les mots, c'est dans la juste attitude. Parce qu'une fois qu'on est dans la juste attitude, on trouve les mots. Oui, ouais. Hein, je suis avec elle comme... Bon, normalement, dans la périnatalité, on est dans la physiologie, a priori. Donc, au départ, partir de ce truc-là, qu'on soit obstétricien, sage-femme ou accompagnante ou kinésithérapeute, je dis j'accompagne un phénomène physiologique. Donc, comment est-ce que j'ai créé l'alliance pour lui permettre de vivre ça le mieux possible, à son rythme, en restant le plus possible, en misant sur la physiologie, en restant dedans. Et s'il faut faire des gestes de soins parce qu'on on arrive dans les zones limites de la physiologie, on arrive dans la pathologie, ben là, on donne des explications, effectivement, et on continue à fonctionner la main dans la main, quoi. Ouais, ouais. Et donc, c'est ça, c'est entrer en communication, oui. Mais merci beaucoup pour toutes ces explications et pour votre temps aussi pendant toute cette interview. Merci beaucoup pour vos conseils. Et puis peut-être on fera la même chose sur un autre article ou peut-être un prochain livre. C'est quoi les prochains projets d'ailleurs? Voilà. Pour le moment, c'est arrivé à assurer les formations qui sont prévues, parce qu'il y a beaucoup de formations, hein, sommeil, allaitement, communication en périnatalité, justement, Ah bah quatrième voilà. trimestre de la grossesse. Oui, 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 j'ai plusieurs. Il faut juste aller sur mon site, vous allez voir, et ça n'arrête pas. Et donc, pour le moment, c'est ça. Et alors, oui, j'aimerais publier sur l'approche globale de l'allaitement, donc Génial, c'est génial. l'approche physiologique. Ouh là là, oui, sur la communication. Enfin, bon. J'espère vivre au moins 100 ans. Mais je trouve que déjà, les formations, c'est génial de pouvoir former enfin, les futurs, les jeunes professionnels et même les moins jeunes à tout ça, parce que je pense que quand on est dans le milieu de la santé, il faut pouvoir se renouveler tout le temps. Euh, Oui, et justement, créer une formation sur la communication, je pense qu'il n'y a pas mieux en ce moment. oui, 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 il y en a plusieurs par an. Voilà. Bon, enfin, bon, voilà, Ok, la mienne ou d'autres, hein, parce que c'est toujours le même principe. Hein. ouais. C'est faire sentir à l'autre qu'on est à l'écoute, qu'on n'écoute pas pour répondre, mais qu'on écoute pour comprendre. C'est ça. Ah. Voilà. Bah, merci beaucoup, Ingrid. Oui, merci Mathilde.